Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de ce 7 juin. Alors que l'UNESCO a reconnu le caractère patrimonial de la gastronomie française, plusieurs députés de la droite et du centre-droit ont déposé une proposition de loi visant à inscrire le vin dans notre patrimoine culturel et gastronomique. Parmi les signataires, Philippe Briand, maire de Saint-Cyr-sur-Loire. La guerre des pharmaciens à Saint-Cyr-sur-Loire fait rage. Dernier fait en date, une décision de justice. L'officine de la zone commerciale Auchan n'aura plus le droit de vendre de médicaments. Une victoire pour les autres pharmaciens des alentours, mais la concernée a interjeté appel. Enfin, une exposition au château de Montpoupon. Elle s'intéresse au carré d'Hermès et à leur histoire. Sont exposées des aquarelles de l'artiste qui a permis de dessiner ces pièces. Le vin fait partie de notre patrimoine culturel et gastronomique. C'est ce que voudraient voir inscrit dans la loi plusieurs députés de la droite et du centre-droit. Parmi eux, Philippe Briand, le maire de Saint-Cyr-sur-Loire. Ils ont déposé une proposition de loi à l'Assemblée. Géraldine Cornet-Lavaux, Julien Bernier. Imaginez le vin, ce symbole de la France et des bonnes tables faisant partie du patrimoine culturel et gastronomique de notre pays. 60 députés, dont 3 de la région Centre, veulent en faire une loi. Leur but, défendre un savoir-faire. Une proposition qui réjouit les vignerons, ravis que leur travail soit mis en valeur. La consommation du vin aujourd'hui, c'est pas seulement une boisson, c'est un art de vivre. Donc, et à travers cet art de vivre, il y a toute une culture de la vigne, tout un patrimoine propre à la culture de la vigne, à la consommation du vin, qui est propre au vin et qui est propre à la France. En novembre dernier, le repas français ainsi que son nectar ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors pour certains, cette proposition de loi est une évidence. Cela permettrait de distinguer le vin des autres alcools, comme c'est déjà le cas dans des pays voisins. Cette loi-là, elle a permis que maintenant en Espagne, quand on continue les politiques de santé publique contre l'alcoolisme qui sont nécessaires et importantes, on épargne le vin parce qu'on comprend bien que oui, il faut réprimer l'alcoolisme, mais que le vin, quand il s'agit de faire des accords mets-vins, quand il s'agit de l'associer à des plats, quand il s'agit de se promener dans les vignobles et de découvrir cette culture importante pour notre pays, ça n'a rien à voir avec l'alcoolisme. Mais du côté des addictologues, on est beaucoup moins enthousiastes. Pour eux, c'est un mauvais message de santé publique. Le vin peut engendrer une dépendance comme tous les autres spiritueux et il ne mérite donc pas un traitement de faveur. Mais pour l'instant, le texte n'est qu'une proposition sans certitude qu'il soit adopté. Un décès ce matin sur la commune de Saint-Cyr-sur-Loire. Il était 7h du matin lorsqu'un homme a perdu le contrôle de son véhicule. Il a fini sa course dans un abribus, place de la mairie. Il est donc décédé. Nous vous avons parlé de la guerre que mènent certains pharmaciens de Saint-Cyr-sur-Loire contre une pharmacie qui s'était installée il y a quelques années dans la zone commerciale Auchan. Motif, elle serait trop proche de leurs officines. L'affaire avait été portée en justice. Une dernière décision vient d'interdire à la principale intéressée de vendre des médicaments. La gérante a décidé d'interjeter appel. Sabrina Melout. L'argument du tribunal administratif, c'est la loi de répartition géodémographique. Selon cette loi, le tribunal prend en compte les pharmacies des communes avoisinantes pour desservir la population du quartier d'accueil. Et selon le juge, l'officine d'Elisabeth Barichard n'aurait pas assez de clients. Pourtant, chaque jour, la pharmacienne rend service à 300 personnes. Dès aujourd'hui, elle n'aura plus le droit de vendre des médicaments. Une nouvelle qui remet en cause l'avenir de la pharmacie. Le médicament représente 80% de notre activité économique. Donc tenir, ça va être très dur. Donc maintenant, on se battra quand même parce qu'il y a quand même 7 emplois qui sont en jeu. J'ai 7 employés qui sont toutes jeunes, qu'on charge de famille, des emprunts sur le dos et puis moi, parce que moi je me retrouve pareil avec des emprunts, toujours une famille en charge et de toute façon je ne peux pas laisser tomber. Laisser tomber pour Elisabeth, c'est hors de question. Depuis ce matin, certains de ses clients viennent la soutenir. C'est le cas d'Annick qui ne comprend pas l'acharnement de ses confrères à réclamer la fermeture de l'officine. Ah, moi je ne l'accepte pas. En tant que cliente, je ne peux pas accepter. D'autant que j'habite le quartier et que moi c'est la plus près de chez moi. On est quand même un quartier vieillissant. On est tous arrivés, on était très jeunes, nos enfants aussi. Et puis là aujourd'hui, on passe de l'autre côté de la barrière comme tout le monde.
Et puis voilà, on a commencé à avoir des soucis de santé et on a besoin effectivement de ce type de choses. Et moi, ça fait 22 ans que je suis là et je n'ai jamais été dans les autres pharmacies, donc je ne vois pas pourquoi j'irai maintenant. Aujourd'hui, Elisabeth Barichard a fait appel de la décision prise par le tribunal administratif et a aussi demandé une nouvelle autorisation d'exercer. Une chose est sûre, elle entend bien ne pas en rester là. C'est assez tendance, de plus en plus de villes se mettent au zéro pesticides pour le traitement de leurs espaces verts, par exemple. Une charte fédère ces communes. Elles sont 5 en Indre-et-Loire. Maxime Kemener. Une signature pour un objectif, 0 pesticides. Hier, la ville de Saint-Avertin s'est engagée auprès de la CEPAN à réduire son usage de désherbants chimiques. Pour cela, le maire Jean-Gérard Pommier compte sur un engagement de tous les Saint-Avertinois. Je crois que chacun est prêt à faire un geste, on le voit pour le tri, ça fonctionne bien. Mais simplement, il faut expliquer puis savoir que ça prend un certain temps. Il faut distinguer le jardin qu'on en a chacun, et puis peut-être l'herbe devant sur le trottoir qu'il faut enlever, il suffit de tirer dessus. Pour les services municipaux, cela impliquera une nouvelle organisation du travail. On va devoir également, bien sûr, en premier lieu, former les agents, leur assurer une formation permanente pour que, petit à petit, ils changent également leur façon, leurs habitudes, je dirais, en matière d'entretien de nos espaces. La société d'études, de protection et d'aménagement de la nature en Touraine aide la collectivité à communiquer autour de cette démarche. Depuis 55 ans, l'association réalise des études sur la biodiversité. Beaucoup de personnes pensent que quand il y a une herbe, il faut l'enlever, sur un trottoir. Or nous, on le pense le contraire. L'idée, c'est, à travers les herbes folles, c'est de ramener de la biodiversité en ville. Des espèces, des graminées par exemple, des herbes folles, des graminées qui ont un sens et qui ont de la place dans l'environnement comme on est là aujourd'hui. La nature a sa place en ville. Et la place de la nature en ville, c'est les oiseaux, comme on a là, mais c'est aussi les herbes folles et les graminées. Saint-Avertin est la 5e ville à avoir signé la charte 0 pesticides dans nos villes et nos villages. Jouer-les-Tours était la première en 2009. Pionnière dans le département, la commune expérimente aujourd'hui le traitement des arbres par les huiles essentielles. On a mis en place des techniques qui sont très ancestrales, comme le paillage, comme le fait de moins arroser et de mieux aérer la terre, etc. Donc ça, c'est un travail qui a été pris à bras-le-corps par les jardiniers municipaux, mais qui leur est venu tout naturellement, donc il n'y a pas eu besoin de leur forcer la main. De son côté, la ville de Tours n'a pas signé de charte avec la CEPAN, mais s'est engagée dans le projet Zéro Phyto du Grenelle de l'environnement. Un projet qui vise à diviser par 2 le recours aux pesticides d'ici 2018. Un objectif largement atteint, 7 ans avant l'échéance, la ville a réduit sa consommation de 65%. Une exposition à présent au château de Montpoupon jusqu'au mois de septembre. Elle est consacrée au fameux carré Hermès, ou plutôt à leur dessin. Les aquarelles de l'artiste sont exposées. Elles permettent de comprendre l'histoire de ces pièces très chics. Sabrina Melout. Bien sûr, chacun connaît bien les carrés d'Hermès. Carrés de soie sensuels et précieux. Mais on connaît moins l'histoire de l'homme qui a créé le célèbre plume, un foulard au succès fulgurant. Henri de Linares expose ses aquarelles lorsqu'un jour Robert Dumas de chez Hermès lui demande de créer un foulard. Le tout premier sera celui-ci et signera une grande histoire de cœur entre les deux hommes. Sa fille Véronique redécouvre avec émotion les créations de son père. Je l'ai beaucoup aimé, j'y pense tous les jours et j'appréciais beaucoup sa gentillesse envers moi parce qu'il m'emmenait toujours livrer ses aquarelles chez la maison Hermès. Et au début, c'était monsieur Robert Dumas, ensuite son fils, monsieur Jean-Paul Dumas. Voilà. Et nous les apprécions et lui aussi, c'était 2 personnages charmants et qui appréciaient l'œuvre de mon père. Un artiste qui, avant ses 48 ans, n'avait encore jamais touché un pinceau. Henri de Linares était assureur de métier. À l'époque, l'inspecteur général du Louvre tombe sur sa première aquarelle et l'encourage à continuer. Pourtant, Linares a bien failli se séparer de la famille Hermès. À l'époque, il tient à signer ses créations, mais monsieur Dumas Hermès lui refuse catégoriquement. Jérôme Guérand est un des successeurs de l'Empire. L'homme, malade aujourd'hui, parvient difficilement à s'exprimer, mais aime raconter cette histoire. Linares est revenu chez nous pour ses carrés successifs et très beaux, et mon oncle a accepté, poussé d'ailleurs par mon père, a accepté que M. Linares signe.
Et maintenant, depuis ce temps-là, tous nos dessinateurs mettent leur nom à côté Hermès Paris. Hermès, l'épopée de grands hommes, dont le premier fut Célier, une aventure familiale où chacun a su rester fidèle aux amours de son fondateur. Demain, sur la plaine de la Gloriette à Tours, s'ouvrira la 26e édition du festival au quart de tour. Jusqu'à dimanche, plusieurs dizaines d'artistes se produiront, dont Fumuge ou Stupéflip, pour ne citer que. Alors forcément, aujourd'hui, on s'est activé pour que tout soit prêt demain. Sébastien Banger. Jusqu'ici, tout va bien. Les bénévoles du festival au quart de tour s'affairent sur quelques planches récalcitrantes, des câbles restent à dérouler. En cuisine, les petites mains préparent les repas à venir. Non, il faut bien mettre des oignons. Non, on fait ça avec amour. Avec amour et plaisir. Chez Tonton l'Espadon, la buvette attend le buveur. Et chez Régis, l'épicier qu'on préfère, il ne manque que la ripaille. Avance un peu. Et quelques acrobaties achèvent de fixer les ampoules. Ça sera prêt pour demain de toute façon. Il n'y a pas le choix. Oui. Comme chaque année, on va finir de monter 1 heure avant d'ouvrir et puis ça va être parti. Et comme presque chaque année, la pluie est au rendez-vous, mais pas de quoi affoler l'organisation. C'est vrai qu'il fait souvent pas beau pendant le quart, on n'y est pour rien. Nous n'y voyons même plus un signe du destin, voilà, c'est comme ça. Il y aura du monde quand même parce que les raisins sont à un bon niveau et puis la prog voilà, va attirer du monde, donc ce sera pas super beau, c'est dommage, mais je pense que la fête sera belle quand même. La fête sera en tout cas humide mais chaleureuse. La pluie. Apparemment, un petit problème technique nous empêche de poursuivre sur ce sujet. On va tenir à le rectifier. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue dans un instant puisque nous recevons Christophe Rossignol, conseiller régional Europe Écologie Les Verts. À tout de suite.